Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des étapes de la traduction, c'est-à-dire la traduction d'ARN messager en une chaîne polypeptidique. La traduction, comme d'habitude, comme la réplication d'ADN, se compose de trois étapes principales. La première étape, c'est l'initiation, où on va commencer. La deuxième étape, c'est l'élongation, où on va allonger ou rendre plus longue la chaîne polypeptidique. Et la troisième étape est la terminaison, où nous allons arrêter ce processus de traduction. Avant d'expliquer les étapes de la traduction d'ARN en une chaîne polypeptidique, nous devons étudier la structure du ribosome. Et le ribosome est très important car il est l'organelle où va s'effectuer toute cette traduction avec l'aide des ARN transférents et des ARN messagers. Il y a trois sites fonctionnels très importants dans le ribosome. Et quand on dit site fonctionnel, on veut dire un site qui a une certaine fonction. Et ces trois sites-là sont des sites essentiellement de liaison avec l'ARN de transfert. Donc, quels sont ces sites du ribosome? Nous avons le site A, le site P et le site E. Le site A, c'est le site où va venir se loger l'ARN de transfert qui est attaché à l'aminoacide que l'on veut ajouter à la chaîne d'aminoacides pour faire une chaîne polypeptidique. Alors que le site P est le site où va se trouver le transfert ARN ou l'ARN de transfert qui va porter toute la chaîne de polypeptides. C'est-à-dire que petit à petit, étape après étape, nous allons avoir plus d'aminoacides qui sont attachés. Donc, ils vont faire une longue chaîne de polypeptides. À ce moment-là, quand le transfert ARN va porter toute cette chaîne, il ne va pas rester dans le site A. Le ribosome va être transloqué ou va se mobiliser, va bouger vers l'extrémité 3' du ARN messager et donc on va trouver que ce transfert ARN va se trouver dans le site P. Ensuite, naturellement, nous allons donner beaucoup plus d'explications après, mais maintenant, on essaie de faire un résumé des sites fonctionnels du ribosome. Ici, on a le site E ou le site d'exit ou le site de sortie. Après avoir formé la chaîne polypeptidique, elle se détache de ARN messager et ARN messager va être libre maintenant et donc il doit quitter le ribosome pour pouvoir s'attacher à un nouveau aminoacide. Et donc ça, c'est l'exit, le site E. Ici, on a un tunnel de sortie, c'est-à-dire quand la chaîne polypeptidique est terminée et quand on arrive à la longueur que l'on voulait, donc elle va quitter le ribosome ici. C'est pour ça qu'on appelle ça le tunnel de sortie. Mais le tunnel de sortie, donc nous avons deux exits ici. Nous avons un tunnel de sortie pour la chaîne polypeptidique et nous avons un exit pour l'ARN de transfert qui est maintenant libre et qui n'est plus attaché à des molécules d'aminoacides. Ici, dans le site A, c'est le site où l'ARN de transfert est attaché par un aminoacyle ou une aminoacyle liaison en utilisant une enzyme qui s'appelle l'aminoacyle ARNT. Mais ici, nous avons des aminoacides qui vont s'attacher euh, euh,
ensemble. Et donc, nous voulons faire entre chaque aminoacide et les suivants, nous voulons faire une liaison peptide. Donc, la liaison peptide, c'est la liaison entre la liaison covalente entre deux aminoacides et on l'appelle peptide. Donc, l'enzyme ici s'appellera peptidyl ARN de transfert. Ici, naturellement, tous ces sites-là sont présents sur la sous-unité ribosomique, la grande sous-unité, mais il y a aussi une petite sous-unité ribosomique. Euh, Entre la grande sous-unité ribosomique et la petite sous-unité ribosomique, nous avons un site de liaison de l'ARN messager. Donc, la petite sous-unité est aussi importante parce que c'est là où se trouve le site d'attachement ou de liaison de l'ARN messager. Donc, le ribosome comprend un site de liaison, un seul site de liaison pour l'extrémité 5' de l'ARN messager, alors qu'il comprend trois sites de liaison pour l'ARN de transfert dans plusieurs étapes. Le tunnel de sortie du ribosome est le canal qui traverse la grande sous-unité ribosomique. Et ce canal-là, il guide la chaîne peptidique naissante pour quitter son site de synthèse, qui est le ribosome, vers l'extérieur, qui est le cytoplasme ou le cytosol. Quelle extrémité va émerger au début ou en premier? C'est l'extrémité N-terminale. Alors ici, nous devons alors expliquer que les aminoacides sont attachés par des liaisons, comme on a dit, et ces liaisons-là se trouvent entre le NH du groupe amino de cet aminoacide et le CO de l'autre groupe aminoacide. Et ce CO vient, comme on a étudié en biochimie, que ça, c'est le groupe carboxylique. Mais c'est un groupe carboxylique qui a perdu son OH. Et ici, c'est un groupe amine qui a perdu son H. Donc, ils doivent faire une liaison pour être stable, pour achever la stabilité. Et cette liaison, c'est une liaison covalente que l'on appelle une liaison peptidique. Quand vous avez trois acides aminés, vous avez ici nous avons quatre effectivement. Ça, c'est le premier, le second, le troisième et le quatrième. Donc, le nombre de liaison peptidique égale le nombre d'aminoacides moins 1. Parce qu'entre chaque deux aminoacides, nous avons successifs, nous avons une seule liaison peptidique. Donc, euh, à la fin, nous allons avoir deux extrémités. Une extrémité où nous allons avoir un groupement carboxylique libre, non attaché, que l'on appelle l'extrémité C. Et une autre extrémité où nous avons le groupe amino qui est libre, non attaché, et on l'appelle l'extrémité N-terminale parce qu'elle a 7 atomes d'azote. Donc ici, c'est l'extrémité C-terminale et ici, c'est l'extrémité N-terminale. Ici, comme vous le voyez, ce groupe carboxylique était si COOH, mais dans une solution aquatique ou une solution où il y a de l'eau, nous allons voir que l'hydrogène va quitter le groupement carboxylique et va venir s'attacher ici. Donc ici, nous avons perdu un proton. C'est pour ça que nous avons une charge négative et ici, nous avons une charge positive parce que le proton vient s'attacher au NH2. Mais cela se voit seulement
dans les solutions où on a de l'eau et nous allons discuter cela où nous le discutons d'habitude dans l'unité ou le chapitre de la biochimie. Alors, quand on dit que ce tunnel-là ou ce canal-là va permettre à la chaîne polypeptidique naissante de quitter le ribosome, on doit savoir quelle extrémité va émerger en premier. Alors donc, l'extrémité qui émerge en premier, c'est le N-terminus ou l'extrémité N-terminale. Donc, on a parlé de l'extrémité N-terminale, on a parlé de l'extrémité C-terminale, et la synthèse protéique s'effectue toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand on fait une chaîne polypeptidique, et si ici nous avons l'extrémité 5' de l'ARN messager et ici l'extrémité 3', le ribosome progresse sur l'ARN messager dans cette direction. Et alors, les aminoacides sont rangés de cette façon que le N-terminal ou le N-terminus se trouve euh, euh, en opposition avec l'extrémité 5', alors que le C-terminal se trouve vers l'extrémité 3'. Et comme on a dit, ce canal ou ce tunnel n'est pas passif, c'est-à-dire que il n'est pas seulement un tunnel pour permettre le passage de la chaîne peptidique, mais il joue aussi un rôle actif dans le repliement de la protéine naissante. Pourquoi? Parce que vous savez que la que la chaîne polypeptidique est ce qu'on appelle dans l'ordre des molécules des protéines, c'est pas encore une molécule tridimensionnelle, non pas ou non plus une molécule bidimensionnelle, mais elle est monodimensionnelle, elle est plate. C'est-à-dire que ça, c'est le premier ordre ou l'ordre premier de la chaîne polypeptidique. Mais nous savons bien que pour qu'une protéine fonctionne d'une façon spécifique, comme une enzyme, par exemple, elle doit avoir un domaine spécialisé ou un site actif où des molécules spécifiques peuvent s'attacher. Et alors, pour achever ce but-là, il faut que la protéine soit tridimensionnelle. Donc, on a besoin de replier la protéine. Alors, une des fonctions de ce canal, c'est de replier la protéine naissante pour qu'elle soit plus fonctionnelle. Mais aussi, il va réguler la vitesse de traduction. C'est-à-dire, si ce tunnel-là voit que le processus de traduction se fait très rapidement, donc il va arrêter cette chaîne polypeptidique dans le tunnel et c'est comme un trafic, un trafic de voitures. Quand la chaîne polypeptidique est bloquée ici naturellement d'une façon transitoire, le processus va devenir plus lent et c'est une façon de réguler la vitesse de traduction dans le ribosome et alors dans toute la cellule. Ce tunnel-là, parce qu'il bloque il bloque la traduction quand il est nécessaire, c'est une cible pour certains antibiotiques. Comment? Parce que quel est le rôle de l'antibiotique? C'est de stopper, d'arrêter la division cellulaire des bactéries. Alors, les bactéries, il est vrai qu'elles sont des prokaryotes, mais la seule organelle que les prokaryotes possèdent en commun avec les eucaryotes, c'est le ribosome. Donc, en bloquant la sortie de la chaîne polypeptidique de ce tunnel, nous allons ralentir la division cellulaire mitotique des bactéries et alors nous allons ralentir ou même stopper leur division. Alors ici, nous voyons comment la chaîne
polypeptidique devient de plus en plus enroulée pour pouvoir être tridimensionnelle et pour pouvoir fonctionner. Nous revenons au site du ribosome et nous avons parlé du site A. Le site A reçoit l'amino-acyle ARNT, c'est-à-dire il reçoit quoi? Il reçoit la molécule d'ARN de transfert qui porte le prochain acide aminé qui va être incorporé dans la chaîne polypeptide. Et on a parlé de ça, je vais vous le montrer une autre fois. Ici, par exemple, nous avons un, euh, un ARN de transfert qui, par exemple, porte une chaîne polypeptidique de 5 aminoacides et nous voulons en ajouter un et faire que la chaîne polypeptidique soit formée de 6 aminoacides au lieu de 5 seulement. Donc, on va recruter un nouveau aminoacide de transfert portant un nouveau aminoacide, naturellement, pas par hasard, mais selon l'ordre des codons que l'on lit sur l'ARN messager. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est maintenant, nous avons un ARN de transfert dans le site A et un autre dans le site P. Mais celui dans le site A porte seulement un aminoacide, le futur aminoacide qui va s'attacher à la chaîne pour l'allonger. Mais celui qui est dans le site P porte déjà une chaîne polypeptidique de 5 aminoacides. Ce qui va se passer, c'est que il y a une enzyme, pardon, qui va détacher la chaîne polypeptidique de 5 aminoacides et la transférer ici pour l'attacher au sixième. Donc, ce qui se passe, c'est l'opposé de ce que l'on attend. On s'attend à que un aminoacide ou une molécule va se transférer vers la chaîne. Mais ce qui se passe, c'est que la chaîne se transfère vers l'aminoacide qui se trouve seul sur l'ARN de transfert. De cette façon-là, transfert le transfert ARN qui se trouve dans le site P est maintenant libre. Et quand il est libre, le ribosome va se bouger, on appelle ça en anglais translocation. Le ribosome va se transloquer ou bouger vers la droite, vers l'extrémité 3' de ARN messager, et le transfert ARN va se trouver dans le site E. Alors, le transfert ARN du site P n'a pas bougé vers le site E. Tout ce qui s'est passé, c'est que c'est le ribosome qui s'est bougé vers la droite, alors le transfert ARN s'est trouvé maintenant dans l'exit et alors il est prêt à exiter ou à quitter le ribosome. Le site A est un site accepteur parce qu'il accepte l'ARN de transfert qui porte le futur aminoacide. Le site P, comme on dit, il contient le peptidyl ARNT, c'est-à-dire l'ARN de transfert qui porte la chaîne polypeptidique en cours d'élongation. Naturellement, cette chaîne, si elle est formée par exemple de 5 aminoacides, ils ont été formés étape par étape, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas attachés tous les 5 en un seul coup ou d'un seul coup à la molécule d'ARN. Non, c'est un par un, de la même façon, une molécule par une molécule. Et alors, c'est au niveau de ce site, le site P, que la chaîne va être, comme je viens de le dire, transférée vers l'acide aminé nouvellement arrivé. C'est-à-dire, c'est pas l'aminoacide singulier qui va se bouger vers la chaîne qui est plus longue, mais c'est exactement le contraire
qui se passe et comme on a dit, le site E va accepter ou accueillir le pauvre ARNT qui maintenant est désormais dépourvu de son acide aminé et on l'appelle ARNT désacylé parce qu'il a été dépourvu de son aminoacide et après il va être expulsé du ribosome. Euh, donc, petit à petit, nous sommes en train d'allonger la chaîne polypeptidique, mais il y a, comme d'habitude, des protéines qui sont importantes pour ce processus de traduction. Nous avons tout d'abord parlé de l'aminoacyltransférase. L'aminoacyltransférase, c'est cette enzyme qui attache l'aminoacide à l'ARN de transfert. Nous avons parlé du peptidyltransférase qui détache la chaîne polypeptidique du ou de l'ARN de transfert qui se trouve dans le site P et la transfère au site A, mais ici, nous avons d'autres protéines. Donc, les protéines, quand on vous demande de parler des protéines utilisées dans la traduction de l'ARN messager, vous ne parlez pas seulement d'enzymes, qui sont naturellement essentiellement des protéines, mais aussi vous parlez d'autres protéines. Mais il faut ici dire quelque chose de très important que l'on a mentionné avant, mais je vous rappelle de ce concept très important, c'est que l'enzyme qui s'appelle peptidyltransférase, c'est pas simplement une enzyme, mais c'est une enzyme qui est aussi une ribozyme. Qu'est-ce que c'est qu'une ribozyme? Une ribozyme, c'est une très grande molécule qui consiste d'une enzyme ou qui a une fonction catalytique, enzymatique, et en même temps, elle contient de l'ARNR, qui est l'ARN ribosomique ou l'ARN qui fait partie du ribosome. Et on va en parler encore une fois à la fin de ce chapitre de la biologie moléculaire parce que l'idée ou le concept de ribozyme est un concept très important. Outre les enzymes dont on a parlé, on a aussi des facteurs qui aident l'élongation de la chaîne polypeptidique chez les eucaryotes. Nous avons le facteur d'élongation numéro 1 qui est essentiellement une GTPase, c'est-à-dire quand on a ce suffixe ase, on parle d'hydrolyse, on parle de détachement ou de division en utilisant une molécule d'eau. Donc, qu'est-ce que ce facteur fait? Ce facteur va faciliter le transport de l'aminoacide ARNT vers le site A du ribosome 80S. Vous savez que la sous-unité, la grande sous-unité du ribosome, s'appelle la sous-unité 80. Donc, pour transporter les aminoacides et pour transformer ou transporter actuellement ce complexe-là, qui est le complexe de l'aminoacide avec la molécule d'ARN de transfert vers le site A, on a besoin de cette enzyme. Qu'est-ce qu'elle fait, cette enzyme? Elle hydrolyse la molécule de GTP. Vous savez bien que GTP est énergétiquement lié à l'ATP. C'est-à-dire quand vous l'hydrolysez, quand vous ajoutez une molécule d'eau, donc vous allez briser la liaison terminale entre les deux phosphates et cette liaison euh, a beaucoup d'énergie qui va être libérée quand vous la brisez. Et ensuite, ce facteur d'élongation n'est pas seulement une enzyme qui hydrolyse le GTP, mais aussi elle
elle assure la reconnaissance entre le codon et l'anticodon et naturellement, comme j'ai dit, l'hydrolyse du GTP. Donc, ça commence par hydrolyser le GTP, libérer de l'énergie. Cette énergie sera utilisée pour le transport de l'aminoacide ARNT vers le site A et aussi elle assure la reconnaissance du codon avec l'anticodon, mais c'est un processus un peu compliqué que l'on ne va pas expliquer maintenant. Le facteur d'élongation numéro 2 est aussi une GTPase, c'est-à-dire une enzyme qui hydrolyse le GTP et libère de l'énergie, mais elle agit, ou ce facteur d'élongation 2, il agit comme une translocase, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on l'appelle une translocase? Mais c'est une hydrolase. Donc, on dit translocase parce que l'énergie qui est produite par cette enzyme qui hydrolyse le GTP va être utilisée pour la translocation du ribosome ou le déplacement, comme on a parlé du ribosome codon après codon vers l'extrémité 3' de l'ARNM. Cette énergie-là va faire quoi? Elle va tout d'abord euh, aider le peptidyl ARNT du site A vers le site P. Parce que quand on a transporté la chaîne du site P au site A, maintenant, là, ça cause un peu de confusion, mais alors nous allons nous rappeler. Nous avons dit que l'ARN de transfert dans le site P porte une chaîne une chaîne de polypeptides très longue ou formée de plusieurs aminoacides. Elle va être transférée au site A et maintenant l'aminoacide du site A porte, euh, en ajoutant cette chaîne polypeptidique qui vient du site P, il porte maintenant son acide aminé et la chaîne polypeptidique qui a été transférée du site P. Et maintenant, il est très prêt à être l'ARNT qui doit être dans le site P. C'est pour ça que le ribosome va bouger vers l'extrémité 3' de l'ARNM. Et maintenant, l'ARN de transfert qui était dans le site A va se trouver dans le site P. Je vais répéter cette explication sur le diagramme parce que ça sera plus facile. Donc ici, vous avez un ARN de transfert qui porte un seul aminoacide. Ici, vous avez l'autre qui porte une chaîne polypeptidique. Le peptidyl transférase va hydrolyser cette liaison entre l'ARN de transfert ici et les transférer vers cet ARN de transfert. Maintenant, cet ARN de transfert ne porte plus un seul aminoacide, mais plusieurs. Donc, il est prêt à être l'aminoacide du site P et celui du site P doit bouger au site exit. Et cela va se réaliser par une seule étape, un seul mouvement, qui est la translocation du ribosome. La translocation du ribosome va achever tout ça alors que chaque ARN de transfert reste à sa place. Celui-ci reste à sa place, mais c'est le ribosome qui bouge. Et après la translocation du ribosome, cet ARN de transfert se trouve non plus dans le site A, mais dans le site P. Et celui dans le site P va se trouver dans le site E, et nous avons expliqué ça plusieurs fois avant. Donc ça, ce sont les facteurs d'élongation. Et maintenant, nous allons parler des étapes en plus de détails. Donc nous avons tout d'abord l'initiation.
Et nous avons dit tout à l'heure que la sous-unité ribosomique a un site particulier. euh, la sous-unité ribosomique a un site particulier pour se fixer à l'ARN messager. Et elle se fixe à l'extrémité 5' de l'ARN messager. Et quand elle se fixe, donc maintenant, on a le premier codon AUG fixé à sa propre position dans la petite sous-unité du ribosome. Donc, et c'est très important qu'il soit correctement positionné avant de commencer. Qu'est-ce qui lui permet de se positionner correctement? Ce qui lui permet de se positionner correctement, c'est la présence de ce site particulier et spécifique sur la sous-unité petite du ribosome. Et maintenant, on va voir que puisque AUG, c'est le codon qui représente le méthionine, maintenant, nous allons voir que l'ARN de transfert qui est attaché à la méthionine et qui est chargé d'apporter cet aminoacide à sa place sur le codon, on appelle cet ARNT qui est chargé de méthionine, on l'appelle l'ARN initiateur parce que c'est l'ARN de transfert qui nous apporte le premier acide aminé et qui traduit le premier codon. Après avoir fait ça, après l'arrivée de l'ARN de transfert qui porte méthionine, la grande sous-unité du ribosome va maintenant s'attacher à la petite sous-unité. Avant l'attachement de la grande sous-unité, la petite sous-unité avec l'ARN de messager, avec l'ARN de transfert initiateur, forment ensemble ce que l'on appelle le complexe d'initiation. Et maintenant, nous devons allonger la chaîne polypeptide. Donc, les autres ARNT, selon l'ordre des codons sur ARN messager, vont apporter successivement les acides aminés pour allonger la chaîne. Nous allons nous arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas très longue. J'espère que vous avez compris ces concepts et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, donc cliquez sur like et abonnez-vous à la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. Écrivez un commentaire parce que votre feedback est très important et essayez de partager cette vidéo avec vos amis, avec vos collègues, avec vos camarades de classe. Et merci et on se verra bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.